Et donc, je voudrais commencer en évoquant la publication en 1869 d'un article écrit par Édouard Laboulet. Édouard Laboulet est un juriste qui était critique de l'empire autoritaire. C'est un libéral, admirateur des États-Unis. C'est lui qui est à l'origine du projet de statut de la liberté qui a été offert aux États-Unis. Et Édouard Laboulet donc, publie en 1869 dans la Revue des Deux Mondes un article sur la médecine militaire. Et dans cet article sur la médecine militaire, il fait le constat suivant, je le cite: « Aujourd'hui, avec le progrès de la mécanique et de la chimie, la guerre est une industrie. Qu'on maudisse cet art de la destruction, peu importe, il n'en est pas moins visible que le succès final appartient à celui qui peut le dernier amener en ligne le plus grand nombre de canons et de vaisseaux, armer et nourrir le plus grand nombre de soldats. » Donc, Édouard Laboulet fait le constat d'une industrialisation de la guerre. Ce constat, il le fait dans un but très précis. Il publie cet article en 1869 pour commenter une autre publication qui est due à un médecin militaire, qui est le docteur Chenu, qui vient de publier une statistique sur les pertes pendant la guerre de Crimée et la campagne de 1859 en Italie. Et c'est l'occasion pour Édouard Laboulet de faire le bilan de la contribution de la médecine militaire, mais aussi de la compréhension statistique des pertes, à la compréhension de la guerre. Alors, il y a un contexte plus large. Le contexte plus large, c'est aussi une réflexion sur les pertes provoquées par les guerres. Bien sûr, on est obligé de citer le livre d'Henri Dunant sur le souvenir de Solferino, la naissance des premières conventions de Genève en 1864 sur les traitements des blessés, et enfin, plus largement, une réflexion économique qui est en particulier illustrée par le livre de Paul Leroy-Beaulieu sur l'analyse statistique, économique et historique des guerres, publié en 1869, dans lequel Paul Leroy-Beaulieu analyse les causes économiques, mais aussi surtout les conséquences économiques de la guerre. Et Paul Leroy-Beaulieu va plus loin qu'Édouard Laboulet, puisque lui, il développe un véritable discours pacifiste d'opposition à la guerre. Et l'argument fondamental de Leroy-Beaulieu, c'est également l'analyse des pertes provoquées par les guerres. Alors, voilà comment, à la veille de la guerre franco-prussienne de 1870, le constat et l'analyse économique de la guerre est posé. 30 ans plus tard, en 1899, l'industriel polonais Jean de Bloch publie à son tour un ouvrage intitulé « La guerre future », dans lequel, à partir de données expérimentales, il mesure l'effet destructeur des nouveaux armements, l'effet de l'usage des nouvelles armes à feu, des fusils, de l'artillerie, et il déduit, à partir de l'analyse de cet effet destructeur des armes, il déduit que la guerre est devenue désormais impossible. Elle est devenue impossible parce que son coût est devenu démesuré par rapport à ses éventuels bénéfices. Et donc, Jean de Bloch poursuit finalement l'idée lancée par Édouard Laboulet et situe l'analyse économique de la guerre dans un registre qui est une analyse du rapport entre le coût et le bénéfice de la guerre, et il définit la guerre comme un rapport de puissance, rapport de force, et c'est donc dans cette tradition-là que se situe donc une réflexion économique sur la guerre. Pour autant, comme vous le savez, Jean de Bloch n'a pas été entendu, malgré le constat que la guerre est devenue impossible, celle-ci va avoir lieu. Alors,
Pourquoi Jean de Bloch n'a pas été entendu? C'est la question qui a été posée en son temps par Michael Howard dans un grand article hein, intitulé Men Against Fire. L'autre raison que l'on peut ajouter, qui analyse surtout Michael Howard les raisons militaires, l'autre raison que l'on peut ajouter, c'est que en réalité, cette réflexion économique est aussi une réflexion politique. La réflexion sur les pertes n'est pas seulement, comme on va le voir, une réflexion statistique. Il ne suffit pas de compter le nombre de morts provoqués par les armements nouveaux. Il faut aussi réfléchir sur le statut de ces morts. Savoir dans quelle mesure les soldats sont des individus considérés à part entière comme des producteurs, mais aussi comme des citoyens. La raison, par exemple, qui pousse Édouard Laboulaye en 1869 à évaluer l'impact des pertes, c'est que désormais, les pertes concernent des citoyens. Et pour lui, la réflexion sur la guerre accompagne la réflexion sur l'évolution libérale de l'Empire. Je le cite. « Tout a changé depuis la Révolution. Nos armées ne ressemblent en rien aux armées de l'Ancien Régime. Le soldat n'est plus un enfant perdu racolé au quai de la Ferraille, c'est un citoyen. Et c'est parce que c'est un citoyen que désormais sa vie a un prix. » Et donc, je voudrais analyser la façon dont la réflexion sur l'industrialisation de la guerre accompagne une réflexion sur le statut des individus, sur une plus grande portée. Je vous montre, ça c'est Jean de Bloch par exemple, ça fait partie des éléments expérimentaux utilisés par Jean de Bloch en 1899, qui montre là donc les essais réalisés avec différentes armes, et vous voyez que la rupture, c'est-à-dire le moment où les armes deviennent vraiment précises, c'est 1848, avec ces nouveaux systèmes de munitions, vous voyez les essais qui sont réalisés. Ensuite, c'est bien sûr, dans les années 1860, l'apport de nouveaux fusils, tels que le Chassepot, qui, donc avec chargement à la culasse, qui lui permet d'ouvrir justement sur une dimension proprement industrielle. Puisque désormais, ce que le chargement par la culasse permet, c'est une augmentation considérable de la cadence de tir, et donc la nécessité d'une production industrielle des munitions. Et bien sûr, les éléments, tous ces facteurs-là, je ne vais pas faire une histoire des armements, d'autres l'ont fait mieux que moi, je pense à François Cochet en particulier, mais dans les années 1880, la poudre sans fumée, la mélinite, toute une série d'innovations qui accroissent considérablement la puissance de feu, et une des grandes révolutions provoquées par exemple par le canon de 75, c'est bien sûr la cadence de tir, qui devient proprement industrielle. Alors, à partir de là, la guerre industrielle se donne une autre dimension qui est l'accroissement de la puissance de feu et de la capacité de destruction. Alors, pour revenir justement un petit peu plus précisément sur l'analyse de Jean de Bloch, en 1899, essaye de mesurer les conséquences de cet accroissement de la puissance de feu. Et il s'appuie sur un certain nombre d'études qui ont été réalisées, et celle-ci en particulier, qui démontre l'avantage considérable qui est donné à la défense sur l'attaque. Donc, il analyse l'évolution des pertes d'une troupe qui est lancée dans un assaut et comparée à l'évolution des pertes d'une troupe qui défend. Donc vous voyez qu'après avoir parcouru, lorsque les troupes lancées à l'assaut arrivent au contact, eh bien, il ne reste plus que 14% des effectifs initiaux. Et donc, alors, il complète ses analyses, par exemple, par des analyses de dispersion des shrapnels, par exemple des munitions de l'artillerie, et pareil, compare les effets destructeurs des shrapnels avec différentes générations de munitions. La conclusion donc, qui est tirée par Jean de Bloch, c'est que la guerre a atteint, les armements ont atteint un tel degré de perfectionnement utilisé de façon tellement massive
que désormais, la guerre, plus aucun État n'aura intérêt à recourir à la guerre, sauf, et la conclusion est intéressante, sauf à provoquer une révolution socialiste. C'est la conclusion de Jean de Bloch. Et donc, Jean de Bloch se situe en réalité ici dans une très longue tradition. Et Édouard Laboulaye à sa façon aussi. Cette longue tradition, c'est la tradition qui est celle des ingénieurs, justement comme Vauban, qui définissent la guerre comme un rapport de puissance et qui considèrent que l'apport individuel, l'initiative particulière de tel ou tel général, finalement, joue peu. Et donc, Vauban développe une conception systémique de la guerre qui fait qu'il conçoit son système de défense à partir de ce critère de l'équilibre des forces. La pensée de Vauban, et celle d'ailleurs de très nombreux ingénieurs au XVIIIe et au XIXe siècle, est une pensée de la guerre comme un calcul rationnel d'équilibre de puissance dont le fondement est l'idée même de la dissuasion. La pensée de la dissuasion, y compris aujourd'hui dans la dimension nucléaire, est une réflexion sur l'équilibre des puissances. Et donc, Jean de Bloch en arrive à la conclusion qui avait aussi été celle de Vauban et qui avait aussi été celle, par exemple, d'un penseur comme Guibert, que si on arrive à un équilibre global des puissances, la guerre prendra fin. Concevoir la guerre de cette façon, c'est y mettre fin. Et Jean de Bloch est, je dirais, l'aboutissement. Et c'est aussi, une fois de plus, c'est aussi le pari de la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire que c'est réduire la guerre à cette dimension. Comment se fait-il donc que ça n'ait pas mis fin à la guerre? Eh bien parce que le calcul strictement arithmétique de Jean de Bloch ne résout pas toute la question. Il y a une autre dimension, et cette autre dimension, elle apparaît notamment chez Paul Leroy-Beaulieu, et cette dimension, c'est la question de savoir quel est le statut de ces pertes. Paul Leroy-Beaulieu explique, par exemple, je le cite, que... Alors, c'est pas... Voilà. L'expérience des dernières guerres, l'attention du public portée de préférence sur les questions sociales, le développement de l'esprit philanthropique et humanitaire, l'influence croissante de l'économie politique ont substitué à la conception du soldat comme un chiffre dont l'existence importe peu, la conception du soldat comme un citoyen dont la vie est sacrée pour l'État. L'élément qui est introduit ici est, comme je le disais en introduction, un élément strictement politique. Et c'est lui qui permet de dépasser l'arithmétique des pertes. Parce que l'arithmétique des pertes, elle est incertaine. Par exemple, si l'on s'en tient à l'évaluation qui est faite par Jean de Bloch, eh bien, on s'aperçoit que celle-ci est dépassée par d'autres types d'évaluations. Je prends un exemple, l'analyse qui est faite par Gaston Baudard en 1907. Enfin, c'est une analyse qui repose sur des éléments datant d'avant la Première Guerre mondiale, mais qui est publiée en 1916 sur l'histoire longue des pertes. Baudard en déduit, en gros, cette sorte de loi que d'autres ont remarqué avant lui, qu'à mesure que les armements se perfectionnent, eh bien, les dispositifs tactiques pour prévenir les pertes se perfectionnent eux aussi. La conséquence, c'est que si les armements ont une capacité de destruction qui augmente, en réalité, les guerres font de moins en moins de morts. Et Gaston Baudard prédit que la prochaine sera la guerre la moins mortelle de l'histoire de l'humanité. Pour cette raison, effectivement, on a un petit peu oublié les leçons de Baudard, mais elles sont intéressantes. Et avant lui, d'autres auteurs ont fait des calculs tout à fait similaires. Je vous donne celui-ci par exemple. Parade de la Plaigne est un officier qui publie en 1868 donc une étude sur l'influence de l'armement sur les schémas tactiques. Et il démontre que cette idée que je viens d'évoquer, que plus l'armement se perfectionne et plus les capacités de destruction se développent,
et moins les guerres sont mortelles. Et donc cette idée est une idée qui est très importante à la veille de la Première Guerre mondiale. Un exemple, mais parmi beaucoup d'autres. Si on s'en tient par exemple à l'étude qui est faite par le général Persin. Alors Persin est lui aussi un de ces personnages qui ont été disqualifiés a posteriori. Son rôle pendant la Première Guerre mondiale n'a pas été brillant. Toutefois, l'étude qu'il publie à la veille de la Première Guerre mondiale est très intéressante. Il analyse par exemple les pourcentages de pertes provoquées par l'artillerie dans les guerres récentes. Et il montre que dans la guerre russo-turque, l'artillerie provoque 10% de pertes, que dans la guerre de 1870-1871, elle en a provoqué 18%, que dans les guerres des Balkans, elle en a provoqué 9%. La conclusion de Persin, qui est pourtant un artilleur, est de dire que finalement, l'artillerie ne contribuera jamais que de façon limitée à l'évolution des guerres et des pertes. Vous voyez que le constat, finalement, qui est fait par Jean de Bloch, peut être contrasté. Et donc, en réalité, j'y reviens, le problème n'est pas seulement une question arithmétique d'équilibre des forces, c'est une question qui est politique. Voyons par exemple comment Paul Leroy-Beaulieu, en 1869, s'appuie sur des études statistiques, mais cite un auteur de façon absolument récurrente, et cet auteur, c'est Henri Dunant. Henri Dunant, c'est le contraire de la statistique. Henri Dunant, dans son souvenir de Solferino, montre comment, justement, ce qui évolue à Solferino, ça n'est pas l'évolution statistique des pertes, c'est le statut des individus. Que raconte le souvenir de Solferino? Il raconte finalement cette expérience singulière qui est la façon dont un soldat se transforme au cours de la bataille. Je cite Henri Dunant. Le souvenir de Solferino, c'est un chef-d'œuvre littéraire, c'est un chef-d'œuvre d'efficacité rhétorique. La première partie du récit est un récit de bataille tout à fait conventionnel. On voit les plans de bataille, on voit la bataille qui est reconstituée par un point de vue dominant. Et la deuxième partie se focalise sur les soldats et sur leurs souffrances. Il y a vraiment deux parties très très nettes. Et la deuxième partie montre comment les soldats qui étaient valeureux, qui étaient animés d'une folie, d'une fureur guerrière dans la première partie, sont réduits dans la deuxième à des corps souffrants. Et il a cette réflexion à propos de l'évolution d'un soldat. Qu'était devenue cette ivresse profonde, intime, inexprimable, qui électrisait ce valeureux combattant, d'une manière si étrange et si mystérieuse à l'ouverture de la campagne et lors de la journée de Solferino, dans les moments même où il jouait sa vie et où sa bravoure avait en quelque sorte soif du sang de ses semblables qu'il courait répandre d'un pied si léger. En fait, c'est ça le sujet. Alors, bien sûr, il y a le sujet apparent qui est l'organisation du secours aux blessés, bien évidemment. Mais pour démontrer cette nécessité, il s'appuie sur une analyse des ressorts qui transforment le combattant dans une fureur guerrière, en un corps souffrant. Et donc, finalement, en dernier recours, on a le sentiment, dans l'analyse qu'en fait Paul Leroy-Beaulieu, qu'au-delà de la statistique, c'est bien cette question qui devient essentielle. Et de fait, une grande partie de la pensée militaire des années 1860-1870 est guidée par cette réflexion. Bien sûr, on pense aux études sur le combat d'Ardan-Dupic, qui analysent là aussi le ressort psychologique qui guide et qui travaille le soldat au combat, mais pas seulement. Les règlements militaires qui tirent les enseignements de la guerre de 1870, dans la première moitié des années 70, sont concentrés sur la question de la préservation des vies des soldats et sur ce qui peut animer le soldat au combat. Sur ce plan, je prendrai un exemple. Un des exemples, là aussi ça fait partie de ces personnages que l'histoire a un petit peu relégués, c'est le général Trochu.
tout le monde se moque du général Trochu parce que Victor Hugo s'en est moqué, mais il publie en 1867 un livre intitulé « L'armée » en 1867. Et il fait le constat d'une guerre effectivement devenue meurtrière parce que industrielle. Et qu'est-ce qu'il en déduit? Il en déduit cette analyse de la psychologie du combattant que je trouve très intéressante. Donc il décrit le soldat pendant le combat. Pensez-vous qu'à ce moment, l'appât de la gloire pour quelques-uns, des récompenses pour les autres, suffisent à soutenir les cœurs soumis à de telles épreuves? Non, il leur faut un plus noble excitant. Il leur faut le haut sentiment des grands devoirs et du sacrifice. C'est alors que, dans leur liberté, ils marchent fermement et dignement à la mort. Et parmi eux, ceux-là seulement ont la sérénité qui croient à une autre vie. C'est le modèle religieux du soldat, animé d'une pulsion de sacrifice, qu'il consent parce qu'il croit à une autre vie. Et le registre, comme je le disais, dominant de la réflexion, mais pas seulement de la réflexion sur la guerre, des représentations sur la guerre, est ce registre de la focalisation sur l'individu. Vous avez ici, on le voit très bien dans la peinture d'Édouard de Taille et d'Alphonse de Neuville, bon, ce célèbre tableau qui, là justement, qui montre les effets de l'industrialisation de la guerre, hein, en particulier avec cette représentation de l'effet de la mitrailleuse. Mais dans toute l'œuvre d'Alphonse de Neuville et d'Édouard de Taille, vous avez cette réflexion en images sur le sort des individus, sur ce registre très particulier de la peinture de bataille qui se focalise sur la mort. Bien sûr, dans toute peinture de bataille, vous avez des morts, mais ils font partie généralement du décor. Chez de Taille et Neuville, dans certains cas, ils sont le sujet du tableau, en particulier, par exemple, celui-ci, vous voyez, 2 gardes mobiles morts. Ce sont des études sur la mort, telles que on peut les voir donc, dans ces tableaux qui sont réalisés dans les années 1870-1880. Dès lors, la réflexion porte sur ce qui permet à un soldat de surmonter la perspective de la destruction. De ce point de vue, je voudrais insister sur une idée. L'histoire militaire, considérant les évolutions de la doctrine à la veille de la Première Guerre mondiale, a souvent considéré qu'il y avait 2 écoles de pensée. Une école qui favorisait l'étude du caractère, du fondement matériel de la guerre, et une école qui privilégiait le facteur moral. En réalité, ceux qui développent l'analyse du facteur moral le font par le constat que le facteur matériel est devenu désormais dominant. Il n'y a pas d'opposition entre force morale et force matérielle. Le constat du développement des forces matérielles oblige à réfléchir sur les ressources nécessaires aux soldats pour surmonter la perspective de la destruction. Et dès lors, on voit se constituer dans l'armée française, dans les années, ça avait commencé un petit peu avant, dans les années 1870-1880, un véritable culte de l'héroïsme sacrificiel. Quels sont les modèles que l'on offre aux soldats français dans les années 1870 par exemple? C'est le sacrifice de Bazeilles, c'est l'affaire de Cameron, c'est l'affaire de Sidi Ibrahim, c'est l'affaire de Reichshoffen. Autant d'épisodes qui sont des défaites glorieuses et qui soutiennent cet idéal de la pulsion sacrificielle. Cet idéal, qu'il ait des fondements religieux, ou qu'il ait des fondements proprement politiques, comme dans le nationalisme de Barès ou de Paul Déroulède. Barès, l'individu n'est rien, eh bien, devient un élément fondamental qui contribue à forger la doctrine. Et c'est l'analyse, donc, fortifiée par exemple, la psychologie des foules de Gustave Le Bon, qui explique comment un agrégat d'individus se transforme en une foule ayant un comportement unique. C'est cette évolution de la doctrine militaire qui s'appuie sur l'idée et sur le principe du sacrifice du soldat, c'est cette évolution que conteste Jaurès.
dans l'armée nouvelle. Voici un très long extrait de Jaurès sur lequel je terminerai. Jaurès commence par le constat, en effet, que la guerre est devenue, pour prendre une expression célèbre, un orage d'acier. La guerre est devenue une apocalypse à laquelle le soldat est confronté. Voici donc ce très très beau passage. C'est selon moi un des plus beaux passages de la littérature militaire, et je dirais même d'ailleurs de la littérature tout court. S'il faut, bravant le feu formidable, sous la rafale des balles, sous la pluie des obus, allez toujours, allez quand même. S'il faut, ayant ouvert d'avance un large crédit à la mort, tenter avec les faibles restes d'une colonne trouée de projectiles, c'est gens de bloc, hein, c'est gens de bloc, c'est, voilà, une colonne décimée par les orages d'acier, un corps à corps furieux pour enlever une position ou un retranchement. Que deviendra, je vous prie, l'automatisme de la manœuvre de garnison? Jaurès s'oppose ici au service, à l'extension de la durée du service militaire, parce que selon Jaurès, la seule ressource qui permet à un soldat de surmonter le déluge de feu, ce ne sont pas les ressources de l'entraînement, ni du dressage, ce sont les ressources civiques. Et d'où je passe, comme le texte est très long. Donc, je passe à la conclusion de ce texte. Ou encore, l'étrange automate. Vous voyez comment il décrit le soldat lui-même comme étant devenu un automate dans une guerre devenue totalement déshumanisée. L'étrange automate sera porté et soutenu dans cette crise de la vie par les réserves mystérieuses de volonté et de courage que se prépare une âme d'homme quand, à l'approche de l'épreuve, mais encore maîtresse d'elle-même, elle a échangé avec d'autres âmes le serment de mourir pour une idée. C'est-à-dire que Jaurès, ici, développe l'idée d'un nationalisme dont les fondements seraient différents des fondements de Jaurès, de Déroulède ou de Péguy, qui est un nationalisme dont les fondements sont proprement religieux. Ici, c'est un nationalisme fondé sur le consentement éclairé et raisonnable et pensé d'individus qui se font le serment collectif et interindividuel de mourir pour une idée. Toute la pensée, et Jaurès va plus loin, il montre comment cette conception-là du nationalisme peut produire des schémas tactiques. Donc il appuie, par exemple, Jaurès à ce moment-là est très proche des hypothèses qui sont formulées par quelqu'un comme Pétain ou par le général de Négrier, dont les idées reposent sur le fait que le soldat doit rester maître de son feu et qu'il doit pouvoir l'administrer dans des formations en tirailleurs et non pas se reposer sur un feu délivré de façon massive. Et donc, en réalité, on le voit, la question qui est posée par l'industrialisation de la guerre et le développement industriel des capacités de destruction et des pertes, finalement, se résout en une question dont le fondement est essentiellement politique. Quel est l'individu qui va désormais être confronté à cet orage d'acier? Dans l'idée qui domine et qu'on trouve chez d'autres auteurs, j'ai cité Péguy, Déroulède, Barrès, c'est que l'individu n'est rien et c'est la masse qui est tout. Et c'est la nation perçue comme un corps unique qui est tout. Mais vous avez face à cette idée une autre école qui est celle de Jaurès, qui est aussi celle de Durkheim, dans sa façon de penser le rapport entre l'individu et la société, qui repose fondamentalement sur l'idée de la contribution individuelle du citoyen éclairé à l'effort de guerre. Et je termine en évoquant un auteur qui a été totalement oublié, parce que c'était un officier de grade modeste, le lieutenant Jean Diez. Le lieutenant Jean Diez, en 1904, publie un livre qui s'appelle « De la force morale au point de vue militaire ». Et c'est un livre d'une très très grande finesse, dans laquelle il se propose, j'ai mis la citation en haut, de réaliser, de faire une psychologie des esprits associés qui donne les lois du développement des cités et des sociétés. C'est-à-dire comment
les individus contribuent à l'équilibre des sociétés. Et il propose, dans une idée à laquelle donc Jaurès sera tout à fait fidèle, que le soldat ne cesse jamais d'être à la fois un individu et un citoyen. Et voyez comment, effectivement, cette perception d'une guerre déshumanisante produit finalement dans l'histoire de la pensée de la guerre cette scission qui est non seulement, qui est peut-être, qui est plus importante que l'opposition entre force morale et force matérielle, et dont, selon moi, la ligne principale est comment penser le groupe et comment penser l'individu dans le groupe. Grazie. Quasi rispettato i 30 minuti e soprattutto grazie di questa relazione appassionata e appassionante. Quanto può valere il mio giudizio, io l'ho considerata una relazione molto sofisticata attraverso una letteratura per noi sconosciuta, una letteratura militare, economica, e una parabola, no? Avete visto, che passa dalla visione di tipo positivista, quantitativo, economica della guerra moderna, anche se il baricentro della relazione era il preludio, cioè le guerre tra Otto e il primo Novecento, la capacità distruttiva degli armamenti moderni rende razionalmente e economicamente impossibile la guerra. Che cosa può dunque riscattare la guerra se non questa abnegazione dell'individuo, questo suo votarsi alla morte per sacrificarsi, questa pulsione, come ha detto Drevillon, pulsione sacrificale su un fondo di misticismo cattolico che è in qualche modo la nemesi no, della disumanizzazione della guerra. La guerra meccanica produce il suo contrario, produce l'esaltazione dei valori dell'individualità, cioè in questa parabola che percorre il pensiero liberale rispetto alla guerra e alla morte, questa grande fabbrica della morte che è la guerra rilancia il valore dell'individuo in una chiave che poi è all'origine dei nazionalismi, e quanto ci sarebbe, credo, da dire sui nostri di nazionalismi italiani, d'annunziani e fascisti, no? Questo mito del sacrificio, c'è da Enrico Toti che lancia la sua stampella. Quindi ho trovato veramente tra la storia delle idee e la storia della psicologia questa relazione stimolante. Passiamo a delle domande, se vuole cominciare, perché in prima linea, come si dice al fronte, André, qualche osservazione? Non, j'ai beaucoup apprécié. J'avais deux questions. C'était la première sur la sensibilisation finalement de cette société bourgeoise au milieu du 19e siècle, qui est une sensibilisation au coût de la mort. Parce qu'il y a aussi des mines, des explosions de grisou, etc. Et la guerre de Crimée est aussi notre. Je pense qu'il y a une sensibilisation générale au prix de l'individu, et en particulier de l'ouvrier. Parce que déjà pour la bourgeoisie, elle a son propre coût. Mais là, il y a une vulgarisation, il me semble, assez importante. Et j'avais une deuxième question, c'était à propos de... oui, vous n'avez pas beaucoup parlé de l'État. Donc il y a la nation, la société, mais l'État, c'est encore au-dessus de la nation. L'armée met l'État aux frontières, permet de coudre la nation à la société. Et dans la guerre, comment voyez-vous le rôle dynamique de l'État ou pas de l'État? No, questa era una domanda sull'atteggiamento umanitario nella società borghese, nel pensiero borghese, anche rispetto ad altre perdite umane nel lavoro, nelle miniere per esempio. Io ho trovato bellissima e affascinante anche io questa relazione,
io ero stato molto colpito dalla conclusione del grande libro che credo fosse una thèse di Morens dei soldats de Languedoc qui terminait son livre en disant la première guerre mondiale c'est la dernière guerre qui n'est pas idéologique e dunque credo che questo sia effettivamente il punto che mi appariva interessante, ma adesso lo vedo culturalmente spiegato e questo è molto importante e molto interessante. Mi viene la curiosità di... io avevo studiato queste cose a partire dall'approccio di Howard, la limitazione della guerra, quindi la regolazione, quindi Dunant, quindi la Croce Rossa, quindi le convenzioni, che era un pensiero giuridico e non conoscevo questo pensiero psicologico, medico, che è molto interessante perché in Italia si stanno risvegliando ora gli aspetti di medicina militare, quindi questo è veramente molto interessante perché credo che abbia messo a fuoco il fatto che la scienza implica artificializzazione. Una curiosità finale, vous vous appelez Hervé, c'est un nom en français, puisqu'en Italie il y a beaucoup de Jaurès par exemple, c'est la même chose ou Hervé est aussi un nom propre ou est Hervé Non, c'est un prénom. C'est un prénom qui existe en France. Oui, en Bretagne Hervé, surtout. c'est pas antimilitariste. Non, pas du tout. Heureusement pour moi, ça pose beaucoup de difficultés. Pastori, faccio sempre il giro così con la buona. Così un'osservazione forse un pochettino ortodossa. Stavo pensando quanto questa mistica del sacrificio nasca in una mistica religiosa, poi l'ultima analisi del sacrificio, nella prima guerra mondiale sarebbe stata sfruttata in abbondanza, nasca in un contesto laico e intenzionalmente antireligioso come la Francia della Terza Repubblica, formalmente appunto laica. È molto interessante, cioè come poi la patria, la società, tutto quel che vogliamo diventa una specie di strato superficiale di copertura di quello che è comunque un discorso tipicamente religioso. Oui. Monsieur Barjou. Oui, merci de cet exposé tout à fait passionnant. J'avais deux questions. La première concerne ce que vous avez dit sur les années 1870 et la position des ingénieurs concernant le rôle du chemin de fer. Alors, ce que je me demande, c'est si il y avait une vision d'ensemble de ce groupe des ingénieurs que, par exemple, Freycinet aurait pu exprimer, puisque c'est quand même une des personnalités plus représentatives de cette époque, et si cette vision était particulièrement présente chez les ingénieurs militaires ou chez les ingénieurs des mines, dont l'ascension commence à prendre forme à cette époque. Et puis la deuxième question concernait Durkheim, puisque vous avez fait la référence à Durkheim. Durkheim s'est beaucoup intéressé à la question du travail industriel, et donc j'aurais voulu savoir s'il est allé jusqu'à mettre en lien sa vision de la guerre et sa vision de l'industrie. Est-ce que dans son œuvre, on peut trouver une réflexion qui aurait pu permettre d'amorcer ce que sera la future guerre industrielle? Dunque due domande, una sul ruolo delle ferrovie e la seconda Durkheim, la sociologia del lavoro in Durkheim, perché un punto finale della relazione di Hervé Dervillon è molto interessante, era individuo e massa di fronte alla nazione. La nazione è fatta di individui o di masse, l'individuo cittadino, bene prezioso per la nazione, come entra in questo discorso. François Cochet. Oui, merci pour cette communication. Alors effectivement, elle m'interpelle parce qu'elle croise un certain nombre de mes travaux. Alors, deux
de questions, de questionnements. D'abord, bon, on peut revenir effectivement sur le rôle de Percin, du général Percin, personnage plus qu'ambigu quand même, et qui doit une partie de sa mauvaise renommée à son rôle dans l'affaire des fiches de 1904, puisqu'il est au cabinet du général André à l'époque. Artilleur certes, mais surtout militant du lien entre artillerie et infanterie, et qui écrit en 1913 quand même, ce n'est pas les Français qui n'ont pas assez d'artillerie lourde, ce sont les Allemands qui en ont trop. Hein? Et lorsqu'il mesure 9% de pertes dans les guerres balkaniques, effectivement, il a raison, mais il oublie de préciser que justement dans ces guerres balkaniques, nous sommes avec des adversaires qui sont relativement peu industrialisés. Et que la proportion, je le rappellerai cet après-midi, va monter à 70% dans la Grande Guerre. Hein? Mais bon, là, enfin, ce sont des choses intéressantes parce que ça fait transition avec la question que je voulais poser. On a une littérature d'anticipation avant la Grande Guerre qui est immense, énorme. Et, comme tu l'as rappelé, qui pose la question de la posture du citoyen. Voilà. Un citoyen est-il un combattant normal et peut-on en user et en abuser? Bon, et il me semble moi qu'on peut... Enfin, je pose la question, est-ce qu'on ne peut pas déplacer les termes du débat? Je m'explique. Chez les experts militaires, à la veille de la Grande Guerre, il y a la conviction que les pertes, à cause des armements modernes, vont être extrêmement lourdes. On le sait. Et Berthelot, par exemple, qui est major général des armées, va jusqu'à 20% de pertes possibles dans les combats à venir. Hein, littérature d'anticipation. Donc les experts le savent, et je dirais les citoyens l'acceptent, me semble-t-il, et c'est là où il peut y avoir débat. Parce que l'école, le service militaire, apprennent une chanson apprise dans les écoles à l'époque, la République nous appelle, sachons vaincre, sachons mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Donc l'idée de la citoyenneté liée à la mort au combat est présente dès 1913. Et moi je me demande, enfin je pose la question, y a-t-il pas un hiatus, un fossé même, entre ce que savent les experts militaires d'une guerre à venir et des pertes à venir, et les représentations iconographiques, notamment effectivement développées par les médias. Parce que les médias me semblent être, dans l'usage de la violence, dans la description de la violence de guerre, me semblent être en décalage complet et en retard, pour tout dire, avec ce que savent les experts militaires. Voilà, c'est une question, elle est complexe, mais je crois qu'on touche les doigts à quelque chose d'important. Ridotto ai minimi termini in italiano, ancora sulla cittadinanza, il militare e il cittadino. È un combattente come gli altri, se ne può fare l'uso e l'abuso che se ne vuole, e il problema della cittadinanza che contiene nella sua definizione anche la disponibilità, la disposizione a morire. Questo si insegna nelle scuole militari francesi, ma aggiungo anche nel nostro inno nazionale italiano si canta "Siamo pronti alla morte", cioè la morte è parte dell'essere cittadinanza, dell'essere cittadino della nazione. Ci sono altre domande? Laura? No, solo una mia riflessione telegrafica. Il problema delle perdite umane è oggi la chiave della guerra. La guerra all'ISIS non si può fare nei modi tradizionali perché ci sono in gioco le perdite umane. Ci sono dei rapporti fra questo nostro modo drammatico di vivere l'impossibilità di una guerra classica, bisogna farla fare ai droni, e questa coscienza laica o cattolica o cristiana, non lo so, della perdita umana come un peso intollerabile per le nostre coscienze, cioè per la politica. Posso aggiungere una domanda? Sì? Io avevo fatto la parte di... Scusami. No, scusate, molto veloce. Nel senso che i due elementi in Italia sono uniti in Agostino Gemelli, cioè dove abbiamo
appunto un sacerdote che collabora con il Comando Supremo e contemporaneamente è uno dei fondatori della psicologia sociale, della psicotecnica. sì, della psicotecnica, cioè tutto il Il suo sforzo. piloti da caccia militari italiani, è uno dei primi medici, Sì, che medici che si l'attitudine militare, l'attitudine alla guida dei carri. No, ma soprattutto, sì, l'attitudine sicuramente, ma soprattutto si pone in maniera sistematica il problema del condizionamento del soldato per spingerlo al sacrificio, quindi è proprio un'operazione che in Italia nasce anche, unisce il mondo della religione e appunto il mondo militare, mi sembra abbastanza interessante. Se qui il punto è leggermente diverso ed è più, penso se ho ben capito, ed è anche più inquietante per dei laici. Cioè il punto qua è che lo Stato deve avere la presa sull'individuo, ma come fa? La risposta cioè passaggio per la religione semplificherebbe, se vogliamo, le cose, sarebbe un salto all'Ottocento, ma il vero punto che questi Jaurès e Durkheim pongono mi sembra sia il seguente, cioè come può uno Stato, in linea di principio costituzionale, uno Stato assolutamente laico, come può uno Stato di questo tipo motivare il singolo individuo? E quindi non è solo la questione della religione come benzina per andare al fronte, no, questi mi sembra dicano le persone devono andare al fronte per lo Stato, per la Costituzione. Può essere scritto fino a questo elemento e io sono molto interessato alle risposte che darà alla domanda del collega e al punto di Durkheim, perché mi sembra questo il punto. Devo dire il nome? No, sono Cerino Badone. Ah sì, certo, non ci siamo presenti. Sono arrivato in ritardo, scusate. Interessantissima relazione e io avrei tante domande da fare, ma mi concentro su due. Abbiamo parlato di individuo e di massa e soprattutto massa legata, se ho capito bene, alle tattiche di combattimento dell'esercito francese. Mi chiedo, ma è una scelta solo francese o è anche comune agli altri? Io avrei anche dei dubbi, per esempio il grande demone della guerra all'anno 1914, poi è la grande potenza di fuoco e gli eserciti si domandano come affrontare questa potenza di fuoco e la chiave di lettura che danno per esempio gli stati maggiori tedeschi è un fortissimo addestramento. E quando ci sono truppe addestrate, su questi campi di battaglia si riesce a manovrare. Ne è una prova, per esempio, l'esercito italiano, dove non c'è la possibilità di addestrare bene questi soldati per problemi proprio culturali, non sanno leggere una carta topografica, e quelle pochissime unità dove invece sono concentrati uomini capaci, ben addestrati, i reparti alpini su tutti. Nel 1915, quando scoppia il conflitto, sono gli unici, azione del Monte Nero del 16 giugno, che riescono a sfondare il fronte austriaco. E poi si fermeranno perché ci sono proprio dei problemi di dottrina operativa italiana che non rendono possibile sfruttare il successo. L'aspetto psicologico, secondo me, è una parte fondamentale e lo sarà, secondo me, anche per gli sviluppi futuri della storia militare più ampia. Noi qui parliamo del portare il soldato a morire. Secondo me il punto è il soldato uccide. Marshall, generale americano che tra 1943 e 1945 segue le truppe, appartiene all'ufficio storico statunitense, deve fare un'inchiesta statistica, e lui si rifà agli studi di Armand Dupik, su quanti soldati effettivamente sparano contro il nemico. E si scopre che il 20% su un campione molto vasto, quindi su 100 uomini, il 20% effettivamente spara e solo il 2% di questo 20% spara per colpire il bersaglio e uccidere il proprio nemico. E quindi quali sono le leve psicologiche che portano un soldato, certo, a combattere e soprattutto a combattere per poter avere un fattore, per poter effettivamente essere efficace sul campo di battaglia. E a questo punto, sull'aspetto religioso, si scopre che ci sono effettivamente delle distanze culturali, psicologiche, morali, religiose che aiutano, permettono al soldato di tirare il grilletto
mettendo appunto, cercando di mettere il proiettile nella figura dell'avversario. Grazie. Questo di uccidere è un altro caso, per vedere io ho parlato soprattutto di morire, di sacrificarsi. Il soldato ha meno paura, il problema del soldato, e questa è una cosa anche contemporanea, è meno preoccupato della morte che non del dover uccidere l'avversario. Perché fa parte, nel senso che uno, parliamo certo, il problema adesso se vogliamo è meno forte perché parliamo di eserciti di volontari. Qual è il problema poi? È condizionare in fase di addestramento questi soldati a comportarsi in tal modo. L'addestramento produce degli automatismi che non fanno neanche pensare al pericolo, ma il problema è effettivamente quando ci si trova con gli occhi davanti all'avversario. Ucciderà o non ucciderà? E molta della memorialistica della Prima Guerra Mondiale ci dice che gli ufficiali corrono nelle trincee per costringere i soldati a tenere i fucili bassi e sparare. Prima ancora che consolare il soldato nella morte o dire non vi preoccupate, non è la paura della morte che è l'elemento principale, ma è riuscire a uccidere l'avversario. Vous avez suffisamment... Ah oui, j'ai beaucoup de... oui, ça va. Alors, bon, il y a beaucoup de questions. Je vais commencer. Alors, Marcel Vandré-Guilherme. La première, effectivement, est une sensibilisation générale de la société du XIXe siècle au sort des individus. Le romantisme en est l'expression. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que l'histoire littéraire du romantisme est aussi intimement liée à la façon dont le romantisme se saisit de la guerre. C'est un objet, c'est un des sujets majeurs de Balzac, un de ses projets majeurs. Balzac voulait faire une longue série d'ouvrages sur la guerre, ce fameux ouvrage sur la bataille qu'il n'a pas écrit, voilà, bon, etc. Alors, quant à la question de l'État, alors la question de l'État, effectivement, elle est centrale dans la pensée de Durkheim, par exemple, et elle devient, en particulier dans un ouvrage publié par Durkheim en 1915, c'est la contribution de Durkheim à l'Union sacrée, c'est un livre qui s'intitule « L'Allemagne par-dessus tout », dans laquelle justement il analyse le rapport entre l'État et la société, et il oppose les deux modèles, le modèle français et le modèle allemand. Et il explique que le modèle allemand, c'est le modèle qui soumet la société à l'État et qui ne prend donc pas en considération l'individu en tant que sujet et en tant que citoyen, et donc il présente la guerre comme aussi une cause sacrée de défense d'un modèle politique qui repose précisément sur l'idée du contrat social entre le citoyen et l'État. Et il explique que ce qui est en jeu dans la guerre, c'est juste après les atrocités allemandes, etc. Ce qui est en jeu, effectivement, c'est la lutte contre une façon de concevoir l'État comme étant une puissance exclusivement coercitive qui soumet la société. Chose intéressante d'ailleurs, Gustave Le Bon publie lui aussi en 1915 une analyse qui va dans ce sens. Alors, question vraiment très importante. Comment la Troisième République, effectivement, a accompagné, comment se fait-il que ce soit sous la Troisième République que ce modèle religieux a pu triompher? Alors, la première raison, c'est une raison qu'a déjà étudiée bien avant moi William Serment dans son étude sur les officiers français. Il montre quand même comment, à partir des années 1860, on voit arriver une nouvelle génération d'officiers à partir du moment où le concours de recrutement à l'école à Saint-Cyr a été ouvert aux jeunes gens préparés dans les lycées privés, qui étaient souvent des lycées catholiques. Et donc, il a repéré l'arrivée massive d'officiers comme Foch, hein, même si c'est une autre filière, mais d'officiers qui ont une sensibilité religieuse, élevés, formés et éduqués dans des lycées privés catholiques. Et donc, il analyse d'ailleurs,
changement culturel qui se produit dans l'armée française. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, effectivement, je crois que elle se joue autour des années 80-90. Et une des médiations essentielles qui a permis en particulier à ces officiers conservateurs d'apprivoiser la République, c'est la médiation napoléonienne. C'est-à-dire qu'on observe, en particulier d'ailleurs autour de l'affaire Boulanger, qui correspond en 1889 au premier centenaire de la Révolution française, avec la panthéonisation de Carnot, de Hoche, de Kléber, etc., et du député Baudin. Mais l'épopée napoléonienne est finalement le terrain sur lequel se rencontre la République, avec sa tradition militaire, qui est une tradition de la levée en masse. Alors, bon, je n'ai pas le temps de développer, mais la façon dont l'idée de lever en masse est reprise au moment du centenaire, justement, en 1892, centenaire de Valmy, etc., bon, fait qu'il y a une incompréhension de ce qu'a été en réalité la levée en masse. C'est-à-dire qu'en 1892, on pense que la levée en masse de 1793 était une vraie levée en masse, ce qu'elle n'était pas du tout. Bon, il y a un malentendu sur la notion, la signification de masse. Mais donc, je pense que pour répondre à votre question, oui, le rôle des guerres napoléoniennes ont été un point de rencontre entre des officiers qui ont sont plutôt conservateurs, sont un milieu plutôt conservateur, et la Troisième République. Et cette idée que finalement, Carnot est le précurseur de Napoléon et qu'il y a entre Carnot et Napoléon une continuité, ce que Jaurès conteste. Les ingénieurs et le chemin de fer. La réponse, enfin, je ne connais pas très... mais un élément de réponse, c'est un personnage comme Céré de Rivière. Céré de Rivière pense le système de fortification de façon à ce qu'il, en particulier avec le soutien du réseau des chemins de fer, qu'il puisse permettre la mobilisation. C'est un des éléments. Maintenant, ce qu'il faut voir, justement, il faudrait voir, en travaillant un tout petit peu sur Céré de Rivière, je me suis aperçu que la question de son limogeage, le rôle justement du milieu des ingénieurs, mériterait peut-être d'être étudié. Mais je n'ai pas beaucoup plus d'éléments que ça. François, effectivement, le décalage entre ce que l'on sait de ce que seront les pertes et ce que l'on dit est effectivement saisissant. Je crois que la raison, c'est que il n'y a qu'une seule façon de se représenter les pertes à venir, c'est de s'appuyer sur ce qu'elles ont été auparavant, c'est-à-dire que les modèles dont on dispose, finalement, ne permettent pas de rendre vraiment intelligible ce qui va se passer. Parce que ce que l'on sait, et en effet l'appel au sacrifice, la diffusion par les écoles, etc., finalement reste inscrit dans des références, qui sont finalement des références familières, le sacrifice du petit Bara, etc., enfin bon, une forme d'héroïsme, finalement, qui s'est toujours diffusé dans toutes les sociétés, et là, donc, on voit la composante républicaine. C'est ça, effectivement, le référent, mais la compréhension de ce que peut être une perte à l'échelle industrielle reste quelque chose finalement de très abstrait, ce sont des chiffres, etc. Et c'est difficile d'imaginer comment une société, justement, aurait pu se projeter dans la représentation sensible, effectivement, de ce que seraient les pertes. Et ben, je vais terminer sur Durkheim. Alors c'est difficile de trouver précisément. Cela dit, Durkheim pense quand même la place de l'individu dans la société à partir du modèle qui est le modèle de la division du travail. C'est-à-dire que
c'est à partir de là qu'il considère ce rapport très complexe entre l'individu et la contrainte sociale. Maintenant, je ne suis pas suffisamment spécialiste de Durkheim pour aller au-delà, mais voilà, je ne sais pas si chez lui ça va au-delà de cette idée. Rapidamente il rapporto Stato e società nelle diverse nazioni, la Francia che si confronta con quello che viene considerato il modello tedesco coercitivo dello Stato rispetto all'individuo, un patto sociale tra individuo e Stato che impone di morire per la patria. Quanto invece a questo piacere del pro patria mori in Francia, nella terza Repubblica francese, cioè nella fase di massima laicità delle istituzioni, può dipendere dalla formazione dell'elite nelle scuole cattoliche. Gli ufficiali conservatori abbracciano l'ideologia repubblicana perché la mediazione è stata quella dell'epoca napoleonica, c'è un ritorno con la panteonizzazione, cioè la consacrazione di Lazare Carnot, l'organizzatore della vittoria durante la rivoluzione, dell'esercito e la Repubblica, che spiegano questo ritorno in forze del patriottismo, anche con tonalità di tipo religioso. E poi non ricordo la risposta su Durkheim, in sintesi qual era? Sì, la divisione del lavoro, sì. La divisione del lavoro che è il quadro, la griglia interpretativa anche dei rapporti tra individuo e Stato e nazione. Era questo, spero. Bene, allora dobbiamo passare al volo al successivo relatore, ringraziando ancora Hervé de Réveillon.